Bonjour. Août 1963. Le journaliste Pierre Laforêt, lors d'une émission télévisée à ce jour restée inédite, demande à Jean Cocteau comment il imagine le XXIe siècle. « J'espère de tout mon cœur que la guerre aura disparu, répondit le poète qui franchira le miroir 2 mois plus tard, sans emporter son épée d'académicien, bien qu'en la dessinant lui-même, il en eût fait l'objet le moins guerrier qui fût, une épée de paix, une allégorie, une épée de poète. Pourtant, quelques 50 ans plus tôt, en 1914, alors qu'il avait 25 ans, ce chantre de la paix et de la fraternité entre les hommes et les peuples était parti à la guerre avec enthousiasme, voire même une certaine euphorie. Il n'était pas différent, cela, de tous ces jeunes Français qui partirent comme lui en chantant la fleur au canon, persuadés qu'ils allaient administrer une bonne leçon à ces boches hâbleurs, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et mettre ce matamor de Kaiser cul par-dessus tête. Cocteau, né dans une famille de la grande bourgeoisie, était à cette époque ce que l'on peut appeler un poète mondain, qui fréquentait assidûment les salons littéraires et le tout Paris. Il avait déjà publié 3 recueils de poèmes, visiblement inspirés de Sully Prudhomme ou d'Henri de Régnier, La lampe d'Aladin, Le prince frivole et La danse de Sophocle. Toutefois, 1 an avant la guerre, 2 événements l'avaient marqué profondément et seront déterminants dans la suite de son œuvre, tant littéraire que picturale. Le premier, c'est la publication en avril d'Alcool de Guillaume Apollinaire, qui s'imposa, avec ce recueil de poésie, comme le maître incontesté de toutes les avant-gardes. Il n'est pas exagéré de dire que Alcool fit tressaillir d'une nouvelle fièvre la jeunesse intellectuelle et enthousiasma Cocteau. Apollinaire, c'est celui qui va révolutionner la poésie. C'est celui qui se débarrassa de toute entrave de ponctuation dans Alcool. Et c'est aussi l'inventeur du poème Conversation et le créateur des calligrammes, poèmes qui prennent la forme d'un dessin et qui se lisent ensuite suivant les sinuosités graphiques. L'influence d'Apollinaire sur Cocteau sera considérable. Le second événement de cette année 1913, qui va bouleverser Cocteau, c'est le Sacre du printemps, ballet de Serge Diaghilev, sur une musique d'Igor Stravinsky, qu'il reçut comme une révélation. On a peine à imaginer aujourd'hui le climat de haine et de fureur dans lequel se déroula la première, le 29 mai 1913, au théâtre du Châtelet. Le public scandalisé se déchaîne au bout de quelques minutes. Il rit, conspue, siffle, imite des cris d'animaux, insulte les artistes. Dans sa loge, la vieille comtesse de Portalès, habituellement toujours très digne, est au bord de l'hystérie. Elle brandit son éventail en criant « C'est la première fois depuis 60 ans qu'on ose se moquer de moi !» Le vacarme dégénère en lutte. Diaghilev crut que le lustre venait de tomber dans la salle. Des loges aux fauteuils d'orchestre triomphaient l'intolérance, l'hostilité et la haine la plus basse. Pendant des mois, le tout Paris sera en ébullition, ne pouvant parvenir à comprendre cette forme d'art si diamétralement opposée aux conventions et aux habitudes, et n'essayant même pas de la comprendre. Une œuvre anticonformiste qui révolutionna la musique, la danse, l'art sous toutes ses formes. Cocteau, lui, s'en trouve déraciné, de fond en comble, comme il le dira plus tard.
Il en est persuadé. Rien, désormais, ne pourra plus être comme avant, et lui-même, il ne sera plus comme avant. Le poète mondain et respectueux de l'ordre artistique établi vient de découvrir une nouvelle voie à suivre, la seule qui lui paraît à présent possible, une voie exaltante qu'il empruntera résolument, ignorant le qu'en dira-t-on et tournant le dos peu à peu au parisianisme. Quelques jours plus tard, Diaghilev, ajustant son monocle, lui lança le fameux « Étonne-moi » Cocteau comprit que Diaghilev lui ordonnait de courir plus vite que la beauté. Cette phrase, dira Cocteau plus tard, me sauva d'une carrière de brio. Je devinais vite qu'on n'étonne pas un Diaghilev. De cette minute, je décidai de mourir et de revivre. Le travail fut long et atroce. Cette rupture, je la dois, comme tant d'autres, à cet ogre. Tout alla désormais très vite. Le Cocteau nouveau, né ce 29 mai, raya de son œuvre tout ce qu'il avait écrit jusque-là, sans concession ni indulgence. Il biffa à tout jamais ces poèmes qui lui avaient apporté la notoriété et ouvert toutes les portes, et se jeta résolument dans l'inconnu. On peut dire qu'il entra en poésie comme on entre en religion. Il deviendra plus tard l'un de ces héros antiques qu'il a su si bien rendre contemporains, Oedipe, Antigone, Jocastre. Car il comprendra que le mythe est éternel, qu'il se vête d'un péplum ou qu'il s'habille en smoking. Il traversa ainsi les modes, les écoles de pensée, sans s'attacher à aucune d'elles, mais en puisant chez chacune, et il conservera son indépendance, sa liberté et son originalité. Il en arrivera au fil des années à rompre avec le milieu littéraire, mais il le fera avec élégance et sans heurts. En 1956, il écrira à Jean-Marie Magnan. J'estime qu'il est indispensable de suivre l'exemple de Rimbaud et de rompre avec le milieu des lettres, mais il importe de rompre d'une manière inédite et méconnaissable. L'œuvre qui correspond en 1913 à cette rupture, à cette mutation, est le Potomac, livre singulier et inaccessible qu'il enfantera dans la douleur et la joie à Offranville, chez le peintre Jacques-Émile Blanche, et qu'il présenta comme un recueil de dessins et de prose, les uns et les autres, masqués de la même tendance au laconisme, à la précision, au saisissement et en même temps à la dérive onirique. Conscient de cette mutation inouïe qui se produisit en lui, il s'écrie « Me voilà quelque chose de tout à fait machine, de tout à fait antenne, de tout à fait morse, un Stradivarius de baromètre, un diapason, un bureau central des phénomènes. » L'année 1913 verra également la parution des 27 poèmes de Bachim Salim, qui deviendront les vocalises de Bachim Salim, puis tout simplement les vocalises, tandis que Cocteau remplacera son nom par les initiales JM, qui, curieusement, seront celles de Jean Marais, né à la fin de cette même année 1913, le 11 décembre. En 1913, Cocteau est devenu Cocteau. En 1914, Cocteau quitte l'adolescence et entre dans l'âge adulte. Il est alors, au dire de ses amis, parfaitement heureux, enthousiaste, bien dans sa peau, plein de projets.
Avec Stravinsky, ils partent en Suisse au mois de mars où ils seront rejoints par le peintre aquarelliste Paulé Thévenaz. Et ils travaillent avec lui sur un projet de ballet. Comme la plupart des artistes de son temps, il n'est pas conscient de l'imminence de la guerre. Il écrit à sa mère du Grand Hôtel de l'Aisin. Ma chérie, que tout est beau. Ce matin, dimanche, le brouillard cesse et la pluie. Cloches, cimes éblouissantes, hôtel de bois et chaleur. Promenade en pleine neige. Le pied s'enfonce et ne se mouille pas. On respire un sorbet d'azur. Le soleil chauffe comme au mois de juillet à Maison Lafitte. Et j'ai pu m'étendre 2 heures, la chemise de cellulose ouverte, sans chapeau. 4 mois plus tard, le 3 août, la France entrait dans ce qui sera le plus sanglant conflit de son histoire. En novembre, le Conseil de révision de la Seine, le jugeant sans doute de constitution fragile, le classe dans le service auxiliaire. Cocteau n'acceptera pas cette décision qui lui paraît injuste et aberrante. Il apprend alors que son ami, Missia Certes, qui organisait des convois de la Croix-Rouge qui se rendaient sur le front. Véritable héroïne de roman, Missia Certes, née à Saint-Pétersbourg, aime les arts, la musique et tout ce qui est nouveau et dérange. Elle était très proche de Serge Diaghilev et l'on chuchotait qu'elle était la seule femme sur terre qu'il puisse aimer. Ambassadrice de charme de son compatriote et des palais russes, confidente du maître, c'est elle qui présenta le grand chorégraphe à Cocteau ébloui. Ne voulant pas rester inactif et souhaitant rejoindre le front au plus vite, Cocteau décida donc d'accompagner Missia dans son convoi d'ambulance qui se dirigeait vers Reims où tombaient les premières bombes. Et il fit partie de la section d'ambulanciers de la Croix-Rouge. Missia Certes fit partie de la catégorie des grandes amies de Cocteau et fut certainement l'une des femmes qui compta le plus dans sa vie. Avant de retrouver Cocteau sur le front, il faut évoquer une autre femme qui compta considérablement et reviendra inlassablement dans toutes ses œuvres. Eugénie, sa mère. Maurice Sache, un proche de Cocteau, la décrira en ces termes. Lorsqu'elle se dressait, haute, le front couronné de cheveux blancs, mince et droite, dans une robe noire, tout son port majestueux faisait bien comprendre quelle hautaine, mais très humaine, aristocratie bourgeoise elle représentait. Cette noblesse de robe que de grandes fonctions de l'État ont élevée jusqu'à celle du sang, cette bourgeoisie puissante et raisonnable qui a fait la France de la Troisième République, sur laquelle l'Europe et la chrétienté se sont reposées, et qui est si représentative de l'atmosphère où sont nés, comme Cocteau et Proust, beaucoup des écrivains d'aujourd'hui. Après le suicide mystérieux de son époux, Georges, Eugénie et son fils Jean, alors âgé de 9 ans, vont vivre dans un grand appartement cossu à Paris. Et de ce tête-à-tête permanent découleront des habitudes de couple. Très vite, Eugénie se sentira responsable de la trop grande sensibilité de son fils, sans doute plus affecté qu'il n'y paraît par l'absence du père qui le lia davantage encore à celle qui ne cessera jamais d'idolâtrer, malgré de fréquentes disputes, et qui éclipsera toutes les autres femmes qu'il rencontra. Il faut dire par ailleurs qu'Eugénie, qui vraisemblablement se posait des questions sur sa part de culpabilité dans le suicide de Georges, deviendra une mère de plus en plus possessive, n'hésitant pas à utiliser les liens qui les unissaient pour l'assujettir à ses volontés
par le biais de l'argent dont Jean, amateur de luxe et d'objets précieux, sera longtemps dépendant, comme il le sera plus tard, de l'opium. C'est à Eugénie qu'il adressa la plupart de ses lettres de guerre. Lettres naïves, souvent profondes, voire pathétiques, dans lesquelles il confie ses joies et ses peines, un peu à la manière d'un enfant à sa mère. Ces lettres de guerre que j'ai prévu de vous faire découvrir prochainement. Cocteau se fera en quelque sorte le chroniqueur inattendu, incisif et drôle des événements petits et grands auxquels il assistera. Il donnera au spectacle atroce de la Grande Guerre des tonalités légères, voire féeriques. Jean Cocteau à la guerre, on peut dire que ce fut un poète dans les tranchées, car il connaîtra l'horreur de la vie du poilu dans leur terrier, comme les poilus appelaient les tranchées. En 1915, à Newport, il s'infiltre parmi les fusiliers marins et il est donc en première ligne et ne fut pas, comme on l'a dit trop souvent, un soldat d'opérette. Ses lettres sont pleines de poésie et de vérité à la fois. Retrouvons donc le fusilier marin Cocteau le 22 décembre 1915. La lettre qu'il adresse ce jour-là à sa mère reflète parfaitement son état d'esprit au début de la guerre, mais aussi l'état d'esprit des jeunes Français sous le drapeau. Ma chérie, me voilà en pleine guerre. C'est très beau. On se réveille au canon. Dunes, paysage balnéaire, ciel bleu, avec shrapnel autour des aéroplanes. Boches et Français s'entreratent. Malaise d'être neuf parmi les vieilles coutumes. On gêne, mais on se gêne et tout s'arrange. Marins, zouaves remplacent les baigneurs d'une plage ingrate, mais belle, grâce à l'escadre, à la mer toujours surprenante. Bien loin d'Anjou, mais heureux d'être mêlé au jeu, comme dit Whitman. Rien ne manque encore, popote possible. Je te parlerai du reste quand j'aurai vu. Je t'embrasse, Jean. Puis vint Noël, fête de joie, de lumière, de cadeaux. Avec le Nouvel An, qui somme toute appartient à la même unité festive, la Libertas Decembris, dont parlait déjà le poète Horace, c'est une période magique où tout semble autorisé. Cocteau, sans doute, aimait beaucoup Noël, et pas seulement à cause de l'étoile des bergers. Cocteau sera, toute sa vie, un grand enfant. Il aimait les cadeaux. Voilà bien l'un des traits marquants du Noël moderne. Mais il aimait surtout Noël parce que c'est, incontestablement, la fête traditionnelle par excellence. Tradition signifie littéralement transmission. Et certes, elle est faite de transmission, transmission de cadeaux, transmission d'un savoir au cœur des longues soirées d'hiver. Elle est aussi l'occasion de transmettre l'amour que l'on porte à sa famille, à ses amis, avec plus de solennité sans doute qu'à d'autres périodes de l'année. Et l'on passe Noël, bien entendu, avec les gens que l'on aime. Or, pour la première fois de sa vie, Cocteau va passer Noël loin de ceux qu'il aime, et loin notamment de sa mère. Il va passer la nuit de Noël auprès de ses camarades dans une atmosphère singulière, et ce Noël va finalement lui paraître bien plus extraordinaire, bien plus fantastique que tout ce qu'il a vécu jusqu'ici. Il va raconter sa nuit de Noël à sa mère avec enthousiasme et beaucoup d'émotion.
Dès 1916, le ton de ces lettres va changer. La guerre dévoile son vrai visage. On pique au sérum, on pense, les éclats d'obus sifflent. Les blessés se multiplient, les morts sont toujours plus nombreux. L'Europe, de plus en plus, est une usine confuse à désespérer et à tuer, écrira plus tard Cocteau en évoquant cette période. Les Français, à qui on promettait une victoire rapide, commencent à s'impatienter. Ce que nombre d'entre eux reprochent au haut commandement, ce n'est pas tellement d'avoir fait verser des flots de sang. À être prodigue, le sang a perdu quelque chose de son prix. Mais c'est surtout de n'avoir pas emporté de victoire décisive. Très fin sous son écorce paysanne, le commandant en chef des forces françaises, le général Joffre, distingue parfaitement ce que le pays attend de lui. C'est une issue heureuse en 1916, dut-elle être chèrement achetée. Il va donc s'efforcer de réunir les plus fortes chances de succès. Face à lui, le commandement allemand, fort de ses victoires à l'Est, veut en finir avec nous, une fois pour toutes, et avec l'appui d'une artillerie considérable, saigner à blanc l'armée française. L'année 1916 sera pour la France l'année la plus dure, avec les terribles batailles d'usure de Verdun et de la Somme. Le fusilier marin Cocteau est de plus en plus horrifié par la guerre et ses souffrances, bien que le poète la considère inconsciemment comme une sorte de jeu. Un jeu cruel, mais un jeu, et se laisse porter par les amitiés, les dangers, l'atmosphère toute particulière de la vie du soldat. Durant l'été 1916, Cocteau est renvoyé à l'arrière pour raison de santé. Et cette fois-ci, il accepte cette décision avec un certain soulagement. Il s'en expliquera ainsi. J'ai quitté la guerre lorsque j'ai compris une nuit à Newport que je m'amusais. Cela me dégoûta. Il commence à travailler sur le ballet Parade, musique d'Éric Satie, qu'il avait rencontré en octobre 1915, décors et costumes de Picasso et chorégraphie de Léonide Massine. Par ailleurs, le drame de la guerre lui inspirera le discours du grand sommeil, son premier grand poème moderne, après le Cap de Bonne-Espérance qui rendait hommage à son ami l'aviateur Roland Garros, abattu en plein ciel. Dans le discours du grand sommeil, inspiré de cette langue morte, de ce pays mort, où mes amis sont morts, figure un texte remarquable dans lequel, préfigurant Orphée, Cocteau parle au nom d'un soldat mort revenant visiter les vivants, tel un passe-muraille. Le matin de l'armistice de 1918, ses amis, Picasso et Max Jacob, débarquent chez sa mère, au 10 rue d'Anjou où il habitait, et tambourinent longuement à la porte. Cocteau, qui est encore en robe de chambre, pense d'abord qu'ils viennent lui annoncer la signature de l'armistice, mais leur visage défait et triste l'alarme. Ils viennent en fait l'informer que Guillaume Apollinaire était très mal. Le soir même, lorsqu'il arriva chez celui-ci, boulevard Saint-Germain, il était trop tard. Il évoquera plus tard sa dernière vision du grand poète. Sa petite chambre était pleine d'ombre et d'ombre. Celle de sa femme, de sa mère, de nous, d'autres qui circulaient ou se recueillaient que je ne reconnaissais point. Sa figure morte éclairait le linge autour d'elle, d'une beauté laurée, si radieuse
que nous crûmes voir le jeune Virgile, la mort, en robe de Dante, le tirer, comme les enfants, par la main. Cocteau fut très affecté par la mort d'Apollinaire, auquel il vouait une admiration sans borne. Bien qu'il n'ait pas été tué à la guerre, ce fut pour lui le dernier mort de cette guerre effroyable qui fit 1,4 million de victimes et apporta ruine, désolation et misère dans toute l'Europe. Le dernier mort, le mort de trop. Guerre et mort étaient désormais synonymes, et il considéra jusqu'à la fin de sa vie que rien au monde, même les motifs les plus nobles, ne peut justifier une guerre. C'est sans doute à partir de janvier 1916, alors qu'il se trouvait sur le front, qu'il écrira quelques-unes des plus belles lettres à sa mère, et qu'il lisait Guerre et paix de Tolstoï au son du canon, que se produisit chez Cocteau un bouleversement formidable sur le plan philosophique et politique que l'on peut comparer à celui qu'il ressentit en 1913 sur le plan artistique avec le Sacre du Printemps. Cocteau ne s'intéressait pas à la politique, il n'en faisait pas, mais on peut dire qu'il était de droite et conservateur, par atavisme et tradition familiale. Jamais, durant son adolescence, il ne se mêla aux manifestations ou aux meetings politiques. S'il avait dû manifester dans la rue, il aurait sans doute crié comme Picasso, Marc Jacob et Apollinaire jeune, parcourant Montmartre: « Vive Rimbaud! À pas la Forgue !» Jules Laforgue, poète de style précieux, académique et impressionniste. À partir de 1916, Cocteau commence à rêver d'une société différente, d'un ordre différent, qui révolutionne l'ordre établi et le petit confort de la classe bourgeoise dont il était issu, et brise les idoles, d'un équilibre qui serait l'organisation de déséquilibre. Peu à peu, il adopta un genre, celui de l'anarchiste modéré qui fait de mauvais coups, mais avec des manières et des attitudes de grand seigneur. « L'illégal me va », dira-t-il dans Opium en 1928. L'anarchisme eut ses extrémistes, il eut ses penseurs, il aura aussi ses poètes. Cocteau, bien avant Léo Ferré, fut sans doute à sa manière l'un d'eux. Il circulait sans papier, ne votait pas, affichait un individualisme forcené. Il était de plus en plus déçu par l'image que donnait d'elle la France dans le monde et de la place négligeable qu'elle accordait aux artistes. Cette évolution politique et philosophique chez Cocteau sera particulièrement visible à partir des années 30. Il ne reconnaît alors qu'une seule patrie, celle des poètes, et s'insurge du sort qui est fait, même aux plus grands. Qui fait la grandeur de la France? C'est Villon, c'est Rimbaud, c'est Verlaine, c'est Baudelaire. Tout ce joli monde a été mené au dépôt. On voulait le chasser de France, on l'a laissé mourir à l'hôpital. Sa vision d'une patrie des poètes qui est au-dessus de sa propre patrie le conduira en 1943, à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée à Paris, à adresser un salut à Breker, l'architecte officiel du Troisième Reich, parce que, dans la haute patrie où nous sommes compatriotes, vous me parlez de la France. Elle l'amènera aussi à écrire à Picabia: « Je sais pourquoi nous différons tant
et pouvons nous toucher tout de même. Vous êtes l'extrême gauche, je suis l'extrême droite. Si Cocteau n'avait pas vu venir la guerre de 1914, il ne verra pas davantage venir et ne comprendra pas plus le second conflit mondial. Face à la guerre et à la débâcle, il est un peu comme un tout jeune enfant qui assiste à l'incendie de sa maison. Il observe les événements tragiques qui se déroulent avec consternation et chagrin, sans éprouver toutefois le besoin de s'y mêler. Comment peut-il comprendre ce qui se passe? Comment peut-il comprendre cette nouvelle guerre, même s'il a maintenant près de 50 ans? Comment un poète et un artiste peut-il en général comprendre la guerre? Cocteau reçoit avec soulagement la nouvelle de l'armistice signée entre le maréchal Pétain et le chancelier allemand Adolf Hitler. Parler de complaisance de Cocteau envers les Allemands durant l'occupation, comme l'affirmeront ses détracteurs, est une aberration et une contre-vérité, comme celle qui consistait à le comparer à un soldat d'opérette en 1915. Dès le début de l'occupation, Cocteau, comme André Gide et quelques autres, devint vite, à son corps défendant, l'insolent symbole d'une manière d'être, de vivre, d'écrire, que réprouver le credo du nouveau régime qui se mit en place sous la houlette du maréchal. Il est évident que le génie anticonformiste de Cocteau n'était guère en accord avec ce régime autoritaire, moraliste et bigot. Dès le départ, les choses s'engagent sur une mauvaise voie. Au printemps 1940, Cocteau publie un article condamnant le racisme qui exaspère les doctrinaires de l'État français. Cocteau devient aussitôt la cible privilégiée de ces gens qui regardent d'un mauvais œil cet oponiomane, de surcroît homosexuel, et qui prétend donner des leçons. Cocteau déplaît car il dérange. Et toute sa vie d'ailleurs, dans toutes ses activités, il dérangera les gens bien pensants. Et il le constatera non sans une certaine amertume dans le journal d'un inconnu en 1952. Si j'écris, je dérange. Si je tourne un film, je dérange. Si je peins, je dérange. Si je montre ma peinture, je dérange. Et je dérange si je ne la montre pas. J'ai la faculté du dérangement. Je m'y résigne, car j'aimerais convaincre. Je dérangerai après ma mort. Il faudra que mon œuvre attende. L'autre mort lente de cette faculté de dérangement, peut-être en sortira-t-elle victorieuse, débarrassée de moi, désinvolte, jeune, et criant « Ouf !» En 1940, les attaques sont extrêmement violentes et piquent au vif le poète dérangeant, qui riposte d'ailleurs avec courage par une lettre ouverte aux jeunes écrivains. 1940, prenez garde, une tâche prodigieuse vous sollicite. Défendre, contre vos mauvais compatriotes, les territoires de l'esprit. Leur conserver la violence, les agrandir. Nul ne vous en empêche. Ne dites pas « c'est trop difficile, je me cache ». Dites « à l'impossible, je suis tenu, je me montre ». Que risquez-vous? Je me le demande. Les foudres de ceux qui attaquent Gide. Vous les payerez votre dette. Pensez, écrivez,
adorez, détruisez, piétinez-vous si possible, croyez-en un spécialiste du destin et des mystères, saisissez votre chance. Cocteau. Durant toutes ces années, Cocteau ne mettra jamais sa langue dans sa poche, et ses prises de position contre le nazisme, comme son action en faveur du boxeur noir Al Brown, ne feront qu'exacerber davantage la fureur des fascistes français. Ses relations avec Arnaud Breker, de qui il obtiendra à la suite de son salut à Breker l'obtention de la dispense pour les cinéastes du travail obligatoire en Allemagne, et avec Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne, qui vouait une admiration sans borne pour le poète, lui permirent sans doute de traverser sans trop de problèmes les années d'occupation, malgré le flot d'injures qui l'assaillent à chacune des pièces de théâtre qu'il présente. La reprise des Parents terribles, qui fit déjà scandale à sa création au Théâtre des Ambassadeurs en 1938, déclencha dans Paris occupé la colère des autorités et des journalistes de la presse de droite qui accusent Cocteau de faire l'apologie de l'inceste et d'inciter les adolescents à la débauche, alors qu'il ne s'agissait que du récit des rapports tumultueux entre une mère abusive et son fils. On lâche des rats dans la salle, des bombes puantes fusent, les contestataires envahissent la scène pour insulter Cocteau et son principal interprète, Jean Marais. Chaque représentation se termine en émeute, au point que les Allemands finissent par interdire la pièce. En 1941, Cocteau présente La machine à écrire, qu'il a terminée à Perpignan, en plein exode, et confiée à Jacques Hébertot. La pièce dénonce l'hypocrisie bourgeoise et provinciale. Quelques jours avant la première, le critique dramatique de l'hebdomadaire d'extrême droite Je suis partout, Alain Lobreau, décide de démolir la pièce qu'il n'a ni vue ni lue. Il déteste Cocteau et affirme que celui-ci ne se ressortira pas vivant du papier qu'il prépare, avec délectation et férocité. Jean Marais, qui joue dans la pièce, prévient le rédacteur en chef du journal, Robert Brasillac. « S'il le fait, dites-lui que je lui casserai la figure !» L'article, qui paraît au lendemain de la première, hué, chahuté par les bien-pensants, n'est pas digne d'être appelé une critique de théâtre. C'est une véritable délation, une immondice. Au mépris des risques, Lobreau avait la réputation d'appartenir à la Gestapo. Jean Marais, profondément blessé, entend bien tenir sa promesse. Un soir, alors qu'il soupait avec Cocteau et Michel Alpha dans un petit restaurant, Jean Marais rencontre par hasard Lobreau, lui arrache sa canne plombée et lui crache au visage. Une bagarre éclate entre les deux hommes et se poursuit à l'extérieur sous une pluie battante. Lobreau a le visage en sang. « On va être fusillé !» assure Cocteau. La machine à écrire est aussitôt interdite. Quant à Jean Marais, il apprendra plus tard que Cocteau alerta Arnaud Breker et que celui-ci donna des ordres pour qu'il ne soit pas arrêté. Jean Marais, que la presse d'occupation couvrait d'insultes, interprétera encore, en 1943, le rôle de Renaud dans Renaud et Armide, petit chef-d'œuvre de poésie pure, en vers, qui connut le même succès que la machine à écrire, ce qui exaspéra les ennemis de Cocteau. Philippe Henriot, dans son éditorial politique de Radio Paris, accusera l'acteur d'être plus dangereux pour la France que les bombes anglaises, et Cocteau de miner les bases mêmes du régime. En dépit de toutes les menaces, jamais Cocteau n'a imaginé un seul instant de se taire.
de renoncer à faire jouer ses pièces ou d'écrire sous un nom d'emprunt. Pour défendre et préserver les territoires de l'esprit, il fallait, selon lui, continuer à agir et à créer sans accepter aucune compromission. Mais ce n'était pas une situation bien confortable. L'équilibre nécessaire deviendra, au fil des mois, de plus en plus difficile à conserver. Cocteau était souvent très inquiet, plus pour les autres que pour lui-même, malgré la protection dont il bénéficiait de la part d'Otto Abetz et de Breker. Déjà, en novembre 1941, Ernst Junger, qu'il avait rencontré chez Paul Morand, notait qu'il lui semblait très tourmenté, comme un homme séjournant dans un enfer particulier mais confortable. Quelques jours après Renaud et Armide, eut lieu sa première rencontre avec Jean Genet, qui avait alors 33 ans. Genet lui remit le manuscrit de Notre-Dame des Fleurs que Cocteau qualifiera de chef-d'œuvre. Cependant, celui qui écrira en 1949 Journal du voleur a alors de sérieux démêlés avec la police, car il ne peut s'empêcher de voler. Cocteau, avec son côté toujours gentiment anarchiste, ne peut que prendre fait et cause pour le voleur de pommes, et il s'écrie, les yeux pétillants de malice: « On est juge ou accusé. Le juge est assis, l'accusé est debout. Vive debout !» Il prend fait et cause pour Genet, et d'autant plus que celui-ci est poète. Mais il se fait néanmoins un devoir de le sermonner. « Cesse de voler, lui dit-il. Si tu es un grand poète, tu es un mauvais voleur, car tu te fais toujours prendre. » En juillet, Genet est présenté devant la 14e chambre correctionnelle de Paris pour divers larcins alimentaires et le vol dans une librairie d'un livre de Verlaine. Il est défendu par maître Maurice Garçon, célèbre avocat, grâce à l'intervention de Cocteau qui a demandé à être témoin et assiste au procès au premier rang. Maître Garçon donne lecture le premier jour d'une lettre de Cocteau. « Mon cher garçon, je vous confie Genet, qui vole pour se nourrir le corps et l'âme. C'est Rimbaud. On ne peut pas condamner Rimbaud. » Genet sera acquitté et il entrera dans ce que l'on appellera la bande à Cocteau. Une fois encore, je suis partout, tire à boulet rouge sur Cocteau, qui demeure impassible. Fin février 1944, Cocteau reçoit un petit mot de Max Jacob, qui lui écrit dans un train qui le conduit en prison à Drancy. Cocteau est indigné et s'emploie aussitôt à essayer de le sauver. Leur ami commun, Sacha Guitry, s'était prudemment dérobé, et Picasso, que Jacob avait beaucoup soutenu à ses débuts, laisse entendre qu'il n'y a rien à faire. Cocteau est le seul à ne pas l'abandonner. Il fait circuler courageusement une pétition en sa faveur qu'il remet ensuite à l'ambassadeur d'Allemagne. Ce texte est magnifique de générosité et d'audace. Avec Apollinaire, Max Jacob a inventé une langue qui domine notre langue et exprime les profondeurs. Il a été le troubadour de cet extraordinaire tournoi où Picasso, Matisse, Braque, Derain, Chérico s'affrontent et opposent leurs armoiries bariolées. De longue date, il a renoncé au monde et se cache à l'ombre d'une église. La jeunesse française l'aime et le tutoie, le respecte et le regarde vivre comme un exemple. En ce qui me concerne, je salue sa noblesse, sa sagesse,
sa grâce inimitable, son prestige secret, sa musique de chambre, pour emprunter une parole de Nietzsche. Ajouterai-je que Max Jacob est catholique depuis 20 ans. Les sous-signés se permettent de signaler aux autorités compétentes le cas très spécial de Max Jacob. Il n'a guère de contact avec le monde que par l'amitié innombrable de jeunes poètes et de grandes figures des lettres françaises. Son âge et son attitude, si noble et si digne, nous obligent par le cœur et par l'esprit de tenter cette superbe démarche afin de le rendre libre. Jean Cocteau. Quel superbe exemple de fidélité de cœur et de bravoure! Tout chez Cocteau partait du cœur, et on peut dire que c'est le cœur qui dirigeait son intelligence. 10 jours s'écoulent après l'envoi de cette lettre, et quand l'ambassade allemande finit par donner satisfaction à Cocteau, Max Jacob, malheureusement, est mourant, victime de l'aveuglement et de la barbarie nazie. Lorsque Cocteau apprend la mort de Jacob, il est effondré. Il croit vivre un cauchemar qui n'en finit pas de finir. Mais il se sent lui-même de plus en plus menacé. Jean Marais raconte qu'en cette même année 1944, où tout va commencer à basculer, il se trouva un jour nez à nez avec l'armée allemande qui descendait les Champs-Élysées. Parmi le défilé, il y avait des drapeaux français, et Jean Cocteau resta sidéré. C'était la LVF, Légion des volontaires français, et soudain, 6 hommes se précipitèrent sur lui en disant « Alors, Cocteau, on ne salue pas le drapeau français ?» et le rouèrent de coups. Il était en sang, l'œil atteint. On le conduisit dans une petite pharmacie près de la Madeleine, où le pharmacien le reconnut aussitôt. « Que vous est-il arrivé, monsieur Cocteau ?» lui demande-t-il. Et Cocteau de répondre « Un compère d'Oriot !» Jacques Doriot, fondateur du PPF, Parti populaire français, en 1936, était alors l'une des figures de proue du collaborationnisme. La tragédie de Cocteau, durant ces années sombres, fut de perdre sans rien pouvoir faire plusieurs de ses amis, dont Jean Desbordes, qui avait choisi de rejoindre la Résistance et mourut sous la torture de la Gestapo au 180 rue de la Pompe en juillet 1944. Déjà, en juin 1940, Marcel Kiel, son compagnon du Tour du Monde, en 1936, avait été tué sur le front, et Maurice Sache abattu quelque part en Allemagne. Cocteau supportait de plus en plus mal toutes ces épreuves. Sa souffrance intérieure et sa révolte se lisaient de plus en plus sur son visage. Puis vint enfin la libération, et une voix qui lui était familière s'adressa à la France sur les ondes de la radio, celle de Jacques Maritain. Le cauchemar s'achevait, même si l'épuration allait en inventer un autre. Cocteau ne fut pas inquiété. Qu'aurait-on pu d'ailleurs lui reprocher? Certes, il n'avait fait aucune résistance, au sens où l'entendaient les organisations constituées à cette fin. « Je n'ai pas voulu me battre, » répondit-il à ceux qui lui reprochaient de ne pas s'être engagé dans la lutte armée. « Je n'aime pas me battre. Je n'avais pas d'arme. Je n'en aurai pas. Je possède une arme secrète. » « Laquelle ? Puisqu'elle est secrète, puis-je vous répondre? Et si le monde insiste, mon arme secrète est une tradition d'anarchie. Cocteau restera toujours fidèle à ses convictions nées dans la boue de la vermine des tranchées
de la guerre de 1914. En tout cas, n'avait-il pas réussi, là où il se trouvait, à préserver un peu d'humanité et de beauté au milieu d'un océan de haine et de violence? La guerre, quelle atrocité! Comment des hommes peuvent-ils encore y trouver quelque vertu après ce que nous venons de vivre? Se demandait parfois Cocteau dans les années 50. Face à des philosophes ou à des politiques qui justifient la guerre dès lors qu'elle a pour but de délivrer un peuple du joug d'un tyran ou de stopper les actions terroristes d'un État ou d'un groupe belliqueux, Cocteau n'en démord pas. Aucun motif, si noble soit-il, ne justifie que l'on prenne des armes et que l'on rajoute du sang au sang. La guerre préventive ou la guerre de délivrance n'en demeure pas moins la guerre. Pour Cocteau, d'autres solutions existent pour réduire les tensions entre les hommes ou entre les pays, pour faire triompher la justice et sauvegarder l'humanité. Sur les chemins difficiles de la vie, nous essayons tous d'atteindre le même objectif, même s'il est un tantinet utopique, le bonheur. Et dans ce cheminement, le poète, chantre de l'amour et de la beauté, a une mission essentielle dans la société, celle qui consiste à désigner à tous la voie à emprunter. Ce n'est pas celle de la guerre. André Malraux, qui avait beaucoup de respect et d'admiration pour Cocteau, contestait cette vision des choses, lui qui lutta aux côtés des républicains lors de la guerre d'Espagne et dans la résistance française pendant l'occupation. Et il affirmait, tout en le regrettant, que la plume ou la lyre du poète était hélas moins efficace dans certaines circonstances que le fusil ou le canon pour faire triompher ses idées. Il en avait fait lui-même l'expérience. C'est bien là tout le vaste débat entre la puissance des mots et celle des armes. Vous ne me convaincrez pas, monsieur le ministre, lui répondit un jour Cocteau en souriant. Quand bien même, poursuivra Cocteau, la guerre ne ferait pas de mort, elle n'en serait pas moins néfaste. Si elle ne tue pas, écrit-il dans La difficulté d'être en 1946, elle communique aux uns une énergie étrangère à leurs ressources. Aux autres, elle permet ce que les lois défendent et les forme au chemin de traverse. Elle exalte artificiellement l'ingéniosité, la pitié, l'audace. Toute une jeunesse s'y croit sublime et retombe lorsqu'il faut tirer de soi le patriotisme et le destin. La surprise de ces exilés du drame serait grande s'ils découvraient que les épisodes tragiques dont l'interruption les laisse au bord du vide, ce vide est peuplé comme en eux-mêmes, qu'il suffirait de descendre en eux et d'en faire les frais au-dedans au lieu de les faire au-dehors. Si la guerre les éclairait sur les moyens de s'employer ensuite à leur propre compte, elle serait une rude école, mais elle ne leur présente qu'un prétexte à vivre davantage, et la véritable vie leur apparaît comme une mort. La mort, elle est partout présente dans l'œuvre de Cocteau. Pour lui-même, comme on a pu le constater, Cocteau ne la redoute pas. Il faut dire qu'il souffrit beaucoup dans sa vie, tant moralement que physiquement, et dans ces moments-là, elle lui semblait presque quelque chose de délicieux. Il joua parfois avec elle dans ses pièces et ses films, n'hésitant pas à la braver en interprétant par exemple le rôle du baron fantôme, où il tombe en poussière, ce qui effraya Paul Éluard, ou encore dans le testament d'Orphée, où il est transpercé par une lance.
Pour les autres, et surtout pour ceux qui l'aimaient, elle lui semblait toujours injuste et inique, notamment la mort violente qui surgit alors qu'on ne l'attend pas. Cet effroi de Cocteau pour la mort violente date de son enfance et du suicide de son père. Par la suite, la mort à 20 ans de Raymond Radiguet, le génial auteur du Diable au corps, l'anéantira. C'est alors qu'il se retourna vers l'opium avant de retrouver Dieu grâce à Jacques Maritain et de redécouvrir le bonheur de vivre avec Jean Desbordes. Et puis, la mort violente, ce fut, comme on l'a vu, celle de la guerre qui ne l'épargna pas. La Première Guerre mondiale, puis la Seconde. Cocteau se risqua un jour à une comparaison qui choqua certains de ses amis les plus proches qui le trouvèrent pessimiste et amer. Durant la vie, affirma Cocteau, nous nous occupons et jouons aux cartes dans un express qui roule vers la mort. On peut ajouter, en évoquant la guerre, que celle-ci joue dans cet express le rôle d'un conducteur qui ne respecterait pas les limitations de vitesse et appuierait à fond sur le champignon. Au milieu de toutes ces morts violentes dues à la guerre, celle de sa mère, en 1944, lui apparut extraordinairement douce, calme et sereine. Elle partira sans faire de bruit, au cœur de l'hiver et de la Seconde Guerre mondiale, ayant perdu l'esprit et se croyant au temps de son enfance. À Jean Marais, il confiera le lendemain « Maman circule enfin librement et ne me quitte plus. » Alors, peut-on dire que Cocteau, en se référant à ses commentaires désabusés à la suite de ces morts foudroyantes de la guerre, devint au fil des ans un pessimiste et un amer, découragé et écœuré par un sort injuste frappant ses amis les plus proches? Nullement. Même s'il était souvent en proie à des périodes d'abattement, il retrouvait ensuite sa gaieté naturelle et manifestait une joie de vivre qui faisait plaisir à voir. « Nous hurlions de rire ensemble !» écrira Jean Marais, « et ces rires se prolongeaient, reprenaient de plus belle et nous brisaient les côtes. » La grande Arletty, qui connut Cocteau en 1928 et joua dans sa pièce L'école des veuves, d'après Pétrone, insistait elle aussi sur la joie et le bonheur qui émanaient de toute sa personne. Il s'amusait, il était joyeux, il aimait rire, il aimait faire rire, il était passionné de tout, il enthousiasmait les gens. Avec lui, on était obligé d'être enthousiaste. On ne compte pas ses mots d'esprit. Son humour était fin et surtout malicieux. À quelqu'un qui le demanda « Quel est donc votre vice ?» « Faire ça, » répondit Cocteau. Un monde sans guerre, sans violence, sans haine. Un monde joyeux, enthousiaste et fraternel. Un monde créateur et ouvert aux innovations. Mais ce serait incontestablement pour lui un monde idéal, celui dont rêvent un peu tous les poètes et tous les hommes de bonne volonté, au-delà de leurs opinions politiques ou de leurs croyances religieuses. Avec un monde sans guerre, tout est possible. C'est l'espoir de la résolution de tous les grands problèmes qui se posent à l'humanité. J'espère de tout mon cœur que la guerre aura disparu, répondait le poète au crépuscule de sa vie au journaliste.
À nous peut-être, et aux nouvelles générations, de faire en sorte, contre vents et marées, que ce vœu pieux du grand poète, souvent considéré en son temps comme un doux rêveur, un fantaisiste ou un illusionniste, se réalise. Seul, au milieu d'un monde industriel qui prend enfin conscience de lui-même, il pourra alors reconquérir, comme il souhaitait, son indispensable invisibilité. Je vous remercie.